On a un pouvoir magique caché dans notre cervelle, nos capacités cognitives, nos aptitudes à interagir avec les autres individus de notre espèce. Est-ce que d'autres êtres vivants ont ou ont eu ces facultés? Encore une question qui peut occuper du monde pendant un moment. À partir de quel nombre on ne se connaît plus intimement? 100 personnes? Arrivé à ce nombre, les relations cognitives entre individus changent en profondeur. La sédentarisation a révolutionné la vie de Sapiens, une population humaine en augmentation constante, contrainte d'organiser des sociétés de plus en plus complexes, instaurant des règles de vie qui réduisent la liberté individuelle. En regardant ça de haut, je me dis que ça n'allait pas durer longtemps ce cinéma. Et pourtant, non seulement ça dure, mais Homo sapiens n'a cessé de gagner du terrain sur les autres espèces vivantes en fonctionnant comme cela. Comment fait-on pour que deux sapiens, qui ne savent rien l'un de l'autre, coopèrent? Là, le collectif prend la main sur l'individu. Ce collectif crée des mythes, toujours la quête du pourquoi. Les individus adhèrent à la croyance du moment. Ce concept abstrait permet de se dépasser, d'être plus qu'un sapiens seul, limité physiquement et mentalement. Ma motivation décuple. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour faire vivre ce mythe. Je mets mon corps, mon esprit, au service de cette cause qui me dépasse, qui continuera après moi. Je peux même collaborer avec d'autres que je ne connais pas. Si je ne veux pas, que je ne cède pas, la pression du collectif m'y oblige ou m'élimine. Et tout ça avec une foi, une légitimité inébranlable, générée par ce fameux mythe. Une seule issue pour ceux qui sont en désaccord avec cette société? Créer un nouveau mythe? Convaincre un plus grand nombre d'individus que c'est ce nouveau concept qui détient la vérité. Renverser l'ancienne société. Sinon, il y a ermite comme échappatoire. Il pleut. 18 jours que ça dure. On a de l'eau jusqu'à la ceinture par endroits. Tu nages plus vite que tu marches si tu sais nager. Les tirailleurs arrivent pas à évacuer l'eau de la tranchée. Ces négros, faut pas trop leur en demander. On est gelé. Le nombre de gars qui deviennent tubards est le seul truc qui progresse dans cette guerre. 3 ans que ça dure. On sait pas où on en est. De toute façon, on nous dit pas grand-chose. Ils doivent pas bien savoir non plus, nos généraux. Ils s'en foutent. Ils font du gras. Avec de jolies demoiselles qui prennent soin de leurs bistouquettes. Ils mourront plus tard, d'une crise cardiaque. Moi, ça fera 21 mois à la Noël que je suis dans le merdier. Je m'applique à pas claquer. Ça prend toute mon énergie, cette occupation. C'est qu'il y en a du monde qui passe l'arme à gauche. De tout et n'importe quoi. On déploie une créativité sans borne pour cette amuserie. Hier, j'en ai vu un qui est mort debout, appuyé sur son fusil. Il restait comme ça, bien raide, empioqué jusqu'aux cuisses. Je sais pas de quoi il est mort exactement. Le Doumé dit qu'il est mort d'ennui. Le Doumé, il est corse, il se fout de tout. Sa manière à lui d'échapper au cauchemar. Moi, je suis de Belleville. Au début, on était qu'entre nous. Il y avait des gars de la Villette aussi. Ils ont changé d'abattoir, une promotion si on veut. Mais les rangs s'éclaircissent tellement vite que les compagnies sont recomposées en permanence avec les survivants qui ont eu la mauvaise idée de survivre. En septembre, j'étais avec des Bressans. Je comprenais pas un mot de ce qu'ils jactaient. Mais là aussi, ça a fait du large. On n'a pas le temps de se connaître. Et puis j'ai pas envie pour les retrouver les tripes à l'air 3 jours après. Moi, je veux rentrer chez moi, mais ils veulent pas. Il y a du boulot à les renvoyer chez eux, les fridolins. Je suis maudit, pas malade, pas de blessure assez grave pour gagner mon ticket de retour. J'ai l'indécence de pas mourir. Une provocation pour le Pitaine, suspect même, un Alsacos Pitaine, une vraie saleté, sadique, un bonheur cette boucherie pour lui. Il doute de rien. Il a décidé que les balles des Cheleux, c'est pas pour lui. C'est sa guerre, il l'attend depuis tout gosse. Pas question de rater le coche. Les Alsacos, ils l'ont mauvaise de s'être fait entuber par le Bismarck, d'être des petits Allemands, le dernier arrivé de la bande. Au fond d'eux, peut-être qu'ils les envient, ils voudraient se mettre autour de la grande table de la teutonnerie, et pas à la cuisine. Enfin, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Mais ils sont motivés plus que moi, surtout le Pitaine.
Il va appeler sa maman comme les autres quand il verra ses boyaux sur ses genoux. Bah, il peut arriver vivant au bout de cette sauterie, et avec les honneurs. Il l'aura réalisé, son caprice. Faut bien qu'elle se termine un jour, cette guerre, et puis des qui restent vivants, en tout cas qui font tout comme. J'ai la dalle. Le rata arrive pas régulièrement ces derniers jours, surtout le picrate. Ça aide à tenir le jaja, à pas penser. Du coup, je me suis mis au kiff. Il y a des zouaves qui sont arrivés pour reconstituer notre fière compagnie. Alors, s'il y en a bien des qui se demandent ce qu'ils font là, c'est les bicots. Ils boivent pas de rouquin, ils fument la chicha en buvant du thé. Du coup, ils montent à l'assaut en rigolant. Que la première fois, au deuxième tour de manège, les gagnants, ils ont le sourire pincé. Et ça abrutit bien avec 1 litre de mauvais vin. Il y a une rumeur qui circule, ça sent pas bon. Une offensive se prépare. Encore une. Cette fois, c'est la bonne qui nous dit le colon. Le pitaine a les yeux qui brillent. On est tout près des lignes Bosch, à pas 200 mètres. C'est calme depuis 1 mois. On se cause même entre nous. Les Alsacos nous traduisent. Ils ont les mêmes petits soucis que nous. C'est parti à la déconnade, à ceux qui ont les plus gros Gaspards dans leurs tranchées. Il y en a un qui parle français mieux que moi. Il nous dit qu'en 8, il est venu à Paris pour étudier. J'y demande s'il connaît Belleville. Il me dit que oui. Il avait sa carré à Ménilmontant. Puis il traînait au Père-Lachaise pour voir les grands hommes. Bon Dieu, j'y étais à ce moment-là. Je faisais le métalleux sur le boulevard. On aurait pu causer, boire un coup, même si on n'est pas du même monde, vu qu'il est de la haute, lui, à se demander ce qu'ils font en première ligne. Un anarchiste, sûrement. Et on aurait pu. Vu notre bourbier, tout aurait été possible. Tout plutôt que cet enfer. Il y en a un qui s'est mis à souffler dans son harmonica. Doumé a pris son piano à bretelles et l'a accompagné. Le temps s'est suspendu pendant quelques minutes. Tout le monde a respiré. On en aurait chialé. Mais le pitaine nous a sauvés en nous gueulant dessus comme un crevard de faim. Heureusement qu'il est là, le pitaine, finalement. Sinon, ça aurait vraiment pas de sens, cette escapade. Il est là pour la France, lui. Un peu pour lui aussi. Mais comme il nous dit souvent, la France et nous, c'est pareil. Il est doué pour nous regonfler, lui et le pinard. Doumé a rangé son zinzin, on a pris nos pétoires. Ça pouvait pas durer. Les Corses ont marmonné, les Crouillards ont baragouiné un truc à leur Mahomet. Je me suis retrouvé entre 2 négros. Ils passent du noir au gris. Leurs grands yeux globuleux ne brillent plus. Quand c'est le moment d'aller se faire ouvrir le corps, on se retrouve tous avec la merde au cul. On s'y fait pas. Le sifflet a sifflé. On a arraché nos godasses de la gouille. Droit devant, braillant de peur et de saoulerie. Ça tombe comme à gravelotte. Les hacheuses à viande se taisent. Ça y est, je les vois radiner. Un qui me fonce droit dessus. Un regard de fou. Il beugle dans son charabia. Nom de Dieu, je dois ressembler à ça. Je tire, il tombe, je m'approche. Il a la bouche grande ouverte. J'entends « Mouti ». C'est joliment en allemand. Le pitaine est encore là. Décidément, on se quitte plus. Il fait de grands moulinets avec les bras. J'enfonce la baïonnette, c'est tout mou comme d'habitude. J'enjambe le corps. Le pitaine est heureux. Je l'entends me dire « Pour la France, soldat, en avant !» Je cours. Je suis encore debout, encore vivant. La chkoumoun, ça te colle au basque. Ça aurait pu arriver cette histoire. Il y a profusion d'exemples où le mythe prend le pas sur l'individu. On est là-dessus depuis un bon moment. La vie s'assoit sur nos petites affaires particulières. Si le collectif ne donne pas satisfaction sous cette forme, on tentera autre chose. On abandonnera nos corps pour mettre en œuvre une entité qui réunira les 8 milliards de cerveaux sapiens dans un computer qui deviendra autonome, autre chose. Il partira explorer l'espace après avoir épuisé la Terre, sans état d'âme, sans culpabilité, prêt à trouver la réponse coûte que coûte. Et s'il échoue, il mettra en œuvre un nouvel agencement qui lui aussi poursuivra cette quête insensée. Nos capacités cognitives envoient balader l'individu. De la bande de nomades à la grande civilisation, c'est ça le chemin quand on range tous nos cerveaux ensemble, même si ça frotte sur les côtés. La civilisation, une construction temporelle venant du mythe en vigueur qui a besoin d'une adhésion massive des individus pour que la croyance perdure.
Certains seront les dirigeants, d'autres les petites mains. Arrivée à son apogée, elle a tendance à utiliser des moyens plus brutaux que l'adhésion volontaire des individus. L'esclavage, le servage, le travail, d'autres plus cyniques, le divertissement, le loisir, la consommation, pour calmer et endormir ses membres premiers et ceux qui aspirent à le devenir s'ils font preuve de loyauté, d'allégeance. Cette stratégie de différenciation sociale permet au mythe de prospérer. Si je me sens privilégié dans un type de société, je la défends ou j'ai tendance à fermer les yeux sur ses errements. Mais si une organisation sapiens a un apogée, ça sous-entend qu'il y a une descente. Jusqu'à aujourd'hui, pas un de ces agencements humains n'a survécu. Nous vivons une succession en continu de ces civilisations. Une civilisation s'effondre, ou au mieux se transforme progressivement en autre chose. C'est souvent plusieurs facteurs qui entraînent sa chute, une injustice croissante, une brutalité importante, génèrent une instabilité sur la vie quotidienne des gens. Les castes supérieures restent privilégiées, une minorité qui devient de plus en plus minoritaire. L'appauvrissement de la majorité provoque la perte des moyens de vie, de subsistance de cette civilisation. Cette défiance envers les castes dirigeantes rapproche différentes classes sociales, on supporte moins les errements des puissants puisqu'on n'en profite plus, et ça bascule. On appelle ça les révoltes, puis les révolutions. Il y a aussi les guerres contre les autres civilisations. Tant qu'on les gagne, c'est tout bénef. Si on commence à les perdre, on se dit que c'est l'occasion de passer à autre chose. Plus ça devient fréquent, plus c'est révélateur d'une déconfiture annoncée. Il n'y a jamais qu'une seule civilisation. Elles sont nombreuses, qui s'ignorent ou se côtoient. Des vieilles essoufflées, des jeunes en devenir, des petites qui aspirent à devenir grandes, des grandes qui veulent le rester. Si une place se libère, elle est aussitôt prise d'assaut. Mais finalement, le plus grand danger pour une civilisation est le désintérêt des individus qui la composent pour ce qu'elle représente. Ils n'y trouvent plus leur compte, au sens pratique, mais surtout au sens spirituel. Ça ne mène à rien. Allons voir celle d'à côté qui semble plus attrayante, plus consistante, ou mieux, construisons une nouvelle utopie qui nous révélera la réponse. Ici, j'évoque des facteurs humains qui font et défont ces organisations. Beaucoup de civilisations florissantes ont décliné par l'intervention de la nature, si je peux employer ce mot. Sécheresse, pluie diluvienne, incendies géants, ère glaciaire, éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis. Et oui, notre planète nous ramène à notre condition de sapiens, petit mammifère avec de l'acné qui veut faire le fier. Alors, ces réalisations enfantées par la puissance cognitive sapiens, matérielle et spirituelle, les deux sont inséparables, mais les secondes déclenchent peut-être les premières dans bien des cas. Le dépassement de sa propre personne, c'est la clé. Pourquoi je devrais coopérer avec des étrangers, consacrer mon énergie, mon temps, à faire des trucs avec ces inconnus? C'est là que le mythe prend toute son importance, peu importe ce qu'il est. Si j'ai la conviction qu'il peut m'extraire de ma condition de petit sapiens mortel, et que nous sommes de plus en plus nombreux à y croire, nous pouvons renverser des montagnes. D'ailleurs, on le fait. Est-ce que sapiens est crédule, naïf? Certains se font abuser par d'autres? C'est possible, mais au fond sapiens n'est pas dupe. Il est désespéré sur son état et veut une réponse sur le « à quoi rime tout ça ?» Si ce mythe n'apporte pas la réponse, on essaie un autre mythe, jusqu'au jour où on saura. Ses capacités cognitives ont permis à Sapiens de construire des temples, pyramides, cathédrales, mosquées, cités merveilleuses voire étranges. Il a développé des technologies complexes. Il exploite frénétiquement toutes les ressources qu'il découvre, casse l'atome, part dans l'espace, il décortique son corps, son cerveau, le transforme lui aussi, modifie son génome. Sapiens crée des concepts abstraits tels que le droit, l'économie, la retraite, les vacances. Il met au pas le reste du monde vivant. Tout ça est rendu possible via cette dynamique collective où l'énergie physique, les capacités intellectuelles de millions de sapiens qui ne se connaissent pas sont mises en commun pour servir le dessein du mythe en vigueur. Le mythe est si puissant
qui lève tous les tabous des individus. S'il faut asservir une partie de la population, se faire exploiter par le travail, s'entretuer, mettre la planète à genoux, nous le ferons, nous le faisons. Bientôt, les machines remplaceront les sapiens. On se déshumanise, comme disent certains. Les prochains concepts se passeront de représentations physiques, matérielles. On a les avatars. Qu'est-ce que c'est un sapiens? Un corps? Un esprit? Le vivant ne cesse de changer de la première structure unicellulaire à nous. Alors la suite? Encore de quoi avoir la bouche sèche et des ampoules aux pieds. L'extraction de notre milieu d'origine continue. Tant qu'on vivra, on essaiera. C'est cette volonté sans faille de notre espèce qui nous fait avancer. On n'a pas demandé à être ici. Alors merde à celui qui n'est pas d'accord. Peut-être qu'on a tout faux. 0 sur toute la ligne. Dans ce cas, rideau et place au suivant. Ces facultés cognitives nous façonnent depuis 10 000 ans. Que nous réservent-elles à l'avenir? Quelles seront les prochaines tentatives d'explication de la vie? Quelles seront les futures civilisations, s'il doit y en avoir? La science-fiction, j'aime bien. Tout est possible. Enfin, seulement dans ma cervelle. On adore ça, la SF. Ça nous trimballe loin, là-bas, dans le futur, où je pourrais pas aller, vu que ma carcasse, elle veut pas y aller, si loin, cette grosse paresseuse. Du coup, je peux galoper qu'avec mes neurones. Il y a du grain à moudre. Faut que je trouve d'autres chaussures ou continuer pieds nus. Bof.